Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on accueille Madame Le Marolec, moniteur à la MFR de Châteaubriand. On est avec toute l'équipe, Manu, Kinan, Dylan et Quentin. À toi, Kinan. Bonjour Madame Le Marolec. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Très bien, très bien. Alors, j'ai une petite question pour vous. Oui. Qu'enseignez-vous à la MFR? Alors moi, à la maison familiale, j'enseigne principalement les maths et puis la gestion. Qu'est-ce qu'est la gestion? Alors la gestion, c'est de savoir, au niveau d'un magasin, hein, c'est du professionnel dans le commerce. Alors, au niveau d'un magasin, c'est savoir comment organiser les rayons, comment calculer le nombre de produits qu'il faut commander, par exemple. Tout ce qui est lié aux produits dans le magasin pour qu'il ne manque rien et que le magasin vende le plus possible. Maintenant, ça va être à toi, Manu. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette matière de maths? Alors dans les maths, j'ai toujours adoré les maths depuis que je suis toute petite et il y a quelque chose que j'apprécie particulièrement, c'est l'enseigner. Enfin l'enseigner, c'est le transmettre. Transmettre ma passion des mathématiques. Vos connaissances et tout? Les connaissances, oui, et puis de savoir qu'il y a beaucoup de choses dans la vie de tous les jours qui peuvent être, mine de rien, calculées ou résolues mathématiquement. Oui, les maths, ça sert dans la vie de tous les jours. Alors, dans les mathématiques, c'est un petit peu abstrait. Moi, je commence toujours mes cours de maths en début d'année par dire que je vais pas. Enfin, je sais que c'est une matière où ils sont pas très à l'aise. La plupart n'aiment pas du tout, hein, faut se le dire. Et du coup, je commence par leur dire que je vais essayer de leur montrer que par rapport aux professionnels, au commerce, je vais essayer de leur montrer que ça a un intérêt. Et de leur montrer des techniques qui ont un lien avec le côté professionnel. Après la gestion, ils préfèrent cette matière-là parce que là, ça a un lien direct avec leur métier. Donc là, c'est plus facile. Ils écoutent plus facilement. Donc, il y a d'autres questions, Dylan? Quel a été votre parcours scolaire? Alors, mon parcours scolaire, donc moi, j'ai passé mon bac. Et puis, depuis l'âge de 12 ans, je veux enseigner les maths, donc depuis la 6e. Et du coup, après le bac, j'avais deux possibilités, c'est-à-dire que j'avais aussi envie de faire des études dans l'architecture. Et j'ai été prise à l'école d'architecture la première année de mon bac, mais j'ai raté mon bac. Et la deuxième année, je n'étais pas prise à l'école d'architecture, donc je suis allée à l'université pour faire des mathématiques. Donc j'ai fait 3 ans de mathématiques, un bac plus 3. Et puis, contrairement à vous, j'ai eu un petit problème, c'est que quand on fait l'université, on n'est pas assez professionnel. Et je n'ai pas réussi à avoir mon diplôme pour être professeur de mathématiques. Et du coup, je n'arrivais pas à trouver une entreprise qui puisse m'embaucher parce que je n'avais pas d'expérience professionnelle. Donc au bout de quelques années, j'ai repris mes études pour faire une autre licence, mais cette fois-ci une licence professionnelle. Alors en statistique et en commerce. Alors Madame Le Marolec, bonjour. Comment êtes-vous arrivée à la MFR? Alors je suis arrivée à la maison familiale en tant que monitrice un petit peu par hasard. J'étais au chômage et j'arrivais en fin de droit, donc c'est-à-dire à la fin des 2 ans. Et Pôle emploi m'a envoyé une annonce pour 4 heures de maths par semaine. Et c'était une annonce obligatoire. Et du coup, je suis venue à l'entretien sans vouloir venir, puisque 4 heures de maths par semaine, ça m'intéressait pas beaucoup. Ça faisait un temps très, très petit. Et quand je suis arrivée ici, je me suis présentée au directeur. Et quand je suis arrivée, donc, pour ne pas avoir le poste, il m'a dit que j'étais embauchée.
Donc c'était un petit peu surprise et donc il m'a fait visiter les locaux de la maison familiale et expliquer un petit peu comment ça fonctionnait parce que je connaissais pas du tout les maisons familiales. Et au bout d'un certain moment, il m'a dit que non, ce n'était pas pour 4 heures de maths par semaine, mais plutôt un poste pour un mi-temps. Donc travailler à mi-temps à la maison familiale. Donc c'est comme ça, au fil de la discussion, que j'ai accepté de venir travailler à la maison familiale, et ce depuis 10 ans. Enfin, c'est ma 11e rentrée à la maison familiale de Châteaubriand. Et vous êtes toujours à mi-temps maintenant? Alors non. Je suis restée à mi-temps pendant 2-3 ans, et puis après il y a eu des changements au niveau de l'équipe, et puis on m'a proposé d'être à 80%, et puis d'être même à plein temps. Comment ça, 80%? 80%, c'est-à-dire qu'il y avait une collègue qui baissait son temps de travail, donc j'ai pu augmenter le mien à 80%. Et puis après, elle est partie, cette collègue. Donc, j'ai en quelque sorte pris son poste. Et donc, je suis arrivée à plein temps. Et puis, depuis 2-3 ans, avec mes enfants, je suis à 80%. C'est-à-dire que je ne travaille pas le mercredi pour l'instant. Une question sur le fonctionnement de la MFR. Quelle différence faites-vous entre l'enseignement général ou l'enseignement professionnel en lycée et une maison familiale? Alors la maison familiale, j'ai trouvé que cette idée d'avoir de l'alternance pour les jeunes était vraiment idéale pour l'embauche après. Et je trouve que en tant qu'enseignante, on connaît un petit peu plus les jeunes, même si parfois on les a pas en cours, puisque nous sommes présents à la maison familiale toute la journée, et puis on a des temps un petit peu plus privilégiés, comme le soir, le moment des repas. C'est vraiment prendre chaque jeune d'une façon très très globale, et ne pas que pour une matière. Je ne m'arrête pas aux mathématiques. Donc, c'était l'interview de Madame Le Marolec dans l'émission Portrait. Et bonne journée à tous. Il faut, en 2 secondes, t'expliques à ton maître de stage, je fais un projet sur LMFR où on doit prendre en photo tous les symboles de notre vie en stage à l'école. Tu dis, je dois prendre des photos. Des fois, on n'a pas le temps. Si tu expliques ça à ton maître de stage, c'est pas ton employeur, entre guillemets. Tes élèves, c'est pas. Tu lui demandes, tu lui expliques, et ça se trouve de lui-même, ça se trouve, ils vont te donner plein d'idées. En général, ils sont plutôt contents que vous ayez un projet et puis que ce soit leur entreprise aussi. Avec la pub. Voilà. On a toujours l'image, je vous expliquais, quand on arrive en entreprise, on a une image de son stage. Solène, elle m'a envoyé une photo de son réveil parce qu'elle est née. Son réveil à 4h30 le matin. Ah, c'était une bonne image. Parce que ça lui reste imprimé, quoi. On a le droit de faire des trucs qui sont à l'extérieur du stage. Tout ce qui symbolise. Dans le transport et tout. Ouais, tout ça, c'est tout le symbole de votre vie, quoi. Vous avez tous sur vous des smartphones. Alors, comment tu interprètes cette difficulté à faire des photos? Parce qu'a priori, ils passent leur temps à faire des selfies et autres. Exactement. La question, je me la suis posée, heureusement, parce que c'est un peu compliqué quand même. Comment j'interprète ça? J'ai l'impression que, en fait, tout pour vous, pour les élèves, tout ce qui est, quand c'est des selfies, ça c'est naturel, il n'y a pas de notion de résultat, et donc vous le faites, les élèves le font très bien. Et là, inconsciemment, j'irai au fond d'eux-mêmes, étant donné qu'il y a une notion de résultat, ça devient compliqué bizarrement, parce que on ne doit pas faire n'importe quoi, et si peu qu'on s'impose, ça complique les choses apparemment. Est-ce que ceux qui justement ont des difficultés, est-ce qu'ils veulent expliquer pourquoi C'est très chouette, ouais. Au contraire, c'est intéressant. Et c'est vrai quelle est la difficulté en fait, citez-en une comme ça sans explication. L'inspiration, donc c'est pour ça qu'on fait des recadrages justement, qu'on liste un peu tout. Oui, plus la motivation. La motivation. Qu'est-ce qui te motiverait alors pour faire une bonne photo ou pour avoir envie de... Ah non, moi ce serait juste d'avoir un bon appareil dans les mains, quoi.
Soit un pour téléphone, soit un appareil photo, enfin un appareil quoi. Bah après, je pense qu'on aurait plus d'inspiration si ça touchait notre famille ou déjà qu'on aime plus, quoi. Parce qu'après, quand c'est des amis ou de la famille ou des choses comme ça, bah en fait, ça nous inspire plus que si c'est les cours ou les stages. Parce qu'il y a un côté émotionnel. Bah après, c'est dur de trouver un symbole pour raconter ça aussi, quoi. Enfin, au début, on sait pas trop ce qu'on veut faire, donc du coup, il faut avoir des idées. Mais après, quand on a une idée, bah, on sait pas trop si la photo elle va être bien. Donc après, on essaye de faire une photo assez correcte pour qu'elle soit bien, pour qu'au final, elle donne un bon résultat. Enfin, on essaye de faire comme si on était, enfin moi, pour ma part, enfin après, je sais pas pour les autres, ça se trouve c'est ça. Mais d'essayer de faire une photo assez bonne qualité, enfin bien faite et tout, pour après avoir un bon résultat. Mais après, je rejoins aussi un peu ce qu'a dit Amandine parce que, il n'y a pas que le regard des autres, il y a aussi votre regard à vous parce que, on sait que vous êtes un professionnel et donc du coup, on a peur entre guillemets aussi que ça vous plaise pas ou que ça soit pas bon, que vous voyez plein de trucs. Il n'y a pas de jugement dans la photo. Il n'y a aucun jugement. Justement, ce qui nous intéresse, ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse, c'est votre ressenti. Une bonne photo, c'est quand elle transmet du moins quelque chose. Après, ça reste personnel, mais vous savez, on a tous des biens personnels. Un petit crayon offert par votre grand-mère avant de mourir, ça vaut 100 fois plus qu'un iPhone, je sais pas quoi, qu'on vous offre. C'est pas parce que c'est pas cher ou c'est pas beau, c'est pas le problème. On transmet quelque chose. Si vous aviez une photo à faire pour présenter la MFR ou ce que vous vivez ici, quelle photo vous feriez? Peut-être pendant les cours. Quand le professeur écrit au tableau, par exemple, ou je sais pas. L'orientation. Alors, comment on prend en photo l'orientation? Moi, j'ai déjà une idée ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, mais bon, avec par exemple des panneaux et tout, par exemple, choisir quelle voie prendre et tout, quelle. Je crois que je prendrais la photo d'une prison. Alors où est-ce que tu pourrais la faire cette photo de la MFR? C'est une prison. C'est une prison quand même, tu peux t'évader assez facilement. Oui, mais il faudrait qu'il y ait ça dans la photo. Oui, mais on n'a pas le droit de sortir, on a un règlement assez strict. Ouais, je pense que je prendrais une photo d'une pièce comme ça enfermée, où on est tous enfermés là, pendant plusieurs heures. Je rassemblerais tout le monde devant la MFR. Et moi, je me mettrais sur la route devant et puis je prendrais en photo. Moi, je dirais les pauses. Alors, tu l'imaginerais comment cette photo? Je sais pas. Je sais pas parce qu'on n'a pas le droit de prendre les clopes et tout, donc je sais pas. Tout assis sur le banc, quoi. Madame Vitet, si vous aviez une photo de la MFR... Alors c'est une bonne question que je me suis pas forcément posée puisque c'était vraiment le projet des élèves. Une photo, si je faisais une photo, ce serait peut-être les formateurs en salle formateur autour d'un café. On a le droit de le faire? Oui. Tu me parles de ton projet et puis s'il faut mettre en scène, je demanderai aux formateurs effectivement de venir pour que tu puisses les prendre en photo. C'est très bien. Alors juste une toute petite dernière question, je reviens vers vous Madame Vitet. Pourquoi vous avez choisi cette photo-là? Les formateurs autour d'une table à la pause? Parce que c'est un moment agréable, hein, c'est un moment agréable de la journée de travail, un moment d'échange, un moment où on peut se dire les uns les autres ce qu'on a vécu en classe, parler des élèves, etc., et de notre travail, d'échanger sur notre travail. Bonjour à tous, bienvenue sur la radio MFR. Nous sommes aujourd'hui avec Quentin, Tanguy, Lorinda, Benoît, Amandine, Bastien et Dylan. Nous accueillons tous Alberto Castillo. Nous allons lui poser des questions sur sa vie professionnelle et qui il est. À toi Quentin. Merci bien Dylan. Bonjour à tous. Donc Alberto, je vais te poser deux questions là. Donc savoir d'où tu viens et pourquoi tu es venu en France. Bonjour à tous, bonjour Quentin. D'où je viens d'un pays qui se trouve de l'autre côté de l'Atlantique, qui s'appelle le Mexique. Et pourquoi je suis venu en France? C'est la vie qui m'a amené ici. Je connais des gens très sympathiques de ce pays-là et puis j'ai décidé de les rejoindre. Après, j'ai fait mes études ici et puis j'ai décidé de rester parce que ça m'a beaucoup plu et je me sens bien ici. Quel est ton métier et pourquoi tu choisis ça? Mon métier, c'est photographe. Donc, photographe dans une branche plutôt plasticienne, c'est-à-dire que
Je travaille beaucoup pour tout ce qui est l'illustration. Et pourquoi avoir choisi la photographie? Parce que je trouve que c'est un moyen d'obtenir des formes sensibles de façon instantanée. C'est-à-dire que tout de suite, on a un résultat qui est de l'ordre de subjectif ou très objectif, mais on peut transmettre quelque chose très vite par une impulsion, par un geste. Alors moi, j'aimerais te poser une question par rapport aux écoles. Depuis quand interviens-tu dans les écoles? Alors, je dois intervenir depuis 2011 dans le milieu scolaire, et puis 2006, depuis 2006 avec l'association Rencontre sur des projets liés à la jeunesse. D'accord. Et tu as toujours travaillé qu'avec des élèves? Tout mon travail, même personnel, a été toujours lié tout de même soit à la jeunesse, soit à la famille ou des choses qui sont de l'ordre de la cellule familiale aussi. Une petite question, nous avons fait du dessin, de la photo, tu nous as parlé de la BD, pourquoi avoir choisi tout ça dans cet atelier? Eh ben parce que c'est un atelier qui, justement, comme tu viens de le mentionner, ça sollicite pas mal de domaines, donc la photographie, les arts graphiques, l'écriture, le dessin. Donc c'était un moyen pour moi de pouvoir collaborer avec vous dans un atelier de création qui pouvait vous donner l'occasion de vous exprimer de plusieurs façons, que ce soit l'écriture, le dessin ou la photographie. Et c'est vrai que la BD, elle lie tout ça aussi en même temps. C'est un média qui nous permet de nous exprimer assez librement, parce que quand on ne peut pas avec la parole, peut-être qu'on peut avec le dessin, et puis peut-être que notre seule présence, notre seule façon d'être est aussi une façon de s'exprimer. Je veux dire, quand je vous prends portrait, c'est déjà, vous savez déjà quelque chose à dire, par un regard, par une façon d'être, tout ça, c'est de l'expression. Donc c'était aussi pour ça que j'ai choisi la BD, parce que ça impliquait tous ces médias-là et ça donnait la possibilité de s'exprimer de façon multiple. D'accord, merci. Je t'en prie. Bonjour Alberto, moi c'est Amandine. Bonjour Amandine. Je voulais savoir, nous avons fait une exposition à la MFR sur l'atelier et je voulais savoir ce que tu en pensais. Je suis juste très content parce que c'était un travail quand même soutenu, et pour moi c'était une expérience que je ne connaissais pas forcément, même si je suis un amateur de BD, même si j'ai fait des études d'art plastique. J'avais pas eu l'occasion de me lancer dans un projet de BD. Donc je vous remercie déjà pour m'avoir donné l'occasion de m'impliquer dans un projet comme celui-ci avec vous. Alors salut Alberto, comment as-tu réalisé tes planches? Alors il y a eu deux groupes. Donc je suis parti avec le premier groupe, avec un travail qui consistait à travailler sur la fiction, c'est-à-dire sur l'imaginaire. Et pour cela, je suis parti d'abord de l'image, pour ensuite arriver à la production finale. Et pour cela, je vous ai pris en photo une première fois. Donc on a fait des séances dans lesquelles on a fait des poses en marchant de près, de loin. Je vous ai fait tourner sur vous-même pour avoir le maximum d'informations sur votre taille, sur tout cela. Et puis ensuite, j'ai calqué ces images. Sur ces images-là, je vous redessinais. Donc j'ai interprété un petit peu comme il fallait, mais essentiellement c'était un travail qui partait de l'image photographique pour aboutir au dessin. Et ensuite, je vous ai présenté petit à petit les résultats de ce travail-là, et on a essayé, avec toutes ces images-là, avec tous ces dessins-là, de construire une histoire. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de faire des jeux d'écriture, de trouver du sens à partir des images. Et pour le deuxième groupe, par opposition au premier groupe, on a fait le contraire. On a travaillé d'abord l'écriture, parce que je vous ai soumis le projet en rapport à vos envies. Donc vous avez envie de travailler, le deuxième groupe avait envie de travailler sur l'humour. Et donc à partir de là, on a travaillé avec l'histoire de tout ce qui est les comic strips,
la bande dessinée humoristique, la caricature. Donc on a parti plutôt de sens pour aboutir à l'image. Et puis il y avait la visite des stages. Donc vu que les premières planches étaient à travail épuré, noir et blanc, très, très épuré, très sobre, et qui parlait de la fiction, je me suis dit qu'il fallait travailler le contraire, c'est-à-dire travailler la couleur, pas la fiction, mais le monde réel, c'est-à-dire les mondes de travail, et puis témoigner d'une autre façon sur le monde de travail, sur la jeunesse, sur la MFR, sur ce qu'on fait avec vous. Donc c'était un espèce de reportage mis en BD, et c'était aussi une façon de montrer que voilà, on peut exprimer des idées, des concepts, de l'humour ou n'importe quoi à travers cette média-là qui est la BD. Bon, on va passer la parole à Madame Bourron. Oui, bonjour Alberto. Du coup, tu as Bonjour. été en visite de stage, enfin non pas en visite de stage, tu as pris les jeunes en photo, donc tu as pris Emmanuel, Dylan et Quentin, je crois, en photo. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en as pensé d'aller en entreprise et quel a été ton ressenti en fait de ces prises de photos en entreprise? C'était d'abord un privilège de pouvoir rentrer dans des lieux qu'on ne voit pas d'habitude. C'était aussi très intéressant pour moi de pouvoir accéder avec un appareil photo, avec un enregistreur et avec des questions. Donc c'était un travail journalistique. Et puis c'était très intéressant de poser mon regard sur une partie de votre scolarité qu'on ne voit pas souvent. C'est-à-dire que moi, je vous vois ici au cours, mais c'est toujours très touchant et très intéressant de vous voir travailler, c'est-à-dire de vous voir avoir cette approche dans le monde de la vie active, le monde professionnel, et de vous voir vraiment sérieux, attentif, compétent. Donc pour moi, c'était une surprise de voir Dylan, Quentin ou Emmanuel, de vous voir si impliqué dans votre travail. C'était très intéressant Et puis ça m'a donné beaucoup d'humilité parce que quand je vous vois travailler, quand je vois Dylan ou Emmanuel travailler comme ils le font, de façon bien et vite, moi ça m'a donné envie de travailler aussi bien et vite parce qu'il y avait ça à vous rendre. Et puis voilà, comme je dis, c'est un privilège toujours de voir ce qu'on ne voit pas d'habitude. Toutes ces petites choses qu'on ne voit pas. Les stagiaires, on ne le voit pas souvent. On voit souvent les surfaces de vente. On voit les productions finies. On a fait des visites de stage l'année dernière chez Leclerc, par exemple, la boulangerie. Donc souvent, on voit tous les produits finis arriver au consommateur, mais on ne voit pas tous ces petits gestes qui ont précédé. On ne voit pas qu'il y a des élèves avec des projets de futur, avec un savoir-faire, avec une première fois, parce que c'est quand même la première fois que vous accédez au monde professionnel. Et c'est toujours très intéressant de témoigner sur toutes ces premières fois. La première fois que j'ai bossé, et vous allez vous souvenir, quand vous avez 30 ans, 40 ans, et dire, mon premier taf, c'était quand j'avais 16 ans, et j'ai commencé à travailler à 17 ans, vous allez voir. Donc il fallait témoigner sur ça. Très bien, merci Alberto. On va se quitter, voilà. Au revoir à tous et merci Alberto. Donc le chantier semble assez avancé. Ça fait combien de temps que vous êtes là sur un chantier comme celui-ci? Sur le chantier, là, ça fait combien de temps qu'on y est? Oui. Depuis hier. Depuis hier? Et depuis hier, vous avez avancé tout ça? Ouais. Est-ce que vous pouvez m'indiquer la surface de la bâtisse? Juste pour que je puisse la voir, grosso modo. C'est quoi? Ça fait 400 mètres carrés, peut-être? Ouais, pour moi. Ouais, on n'est pas en écoin, ouais. On n'est pas en écoin. Et puis, on a un espèce de laser, j'imagine, pour garder toujours la pointeur. Les niveaux. Voilà. Alors, ça va être facile à dessiner, ça. Paf. Et puis, les rails à foise, les portes qu'on a enlevées. Bon, je vais prendre quelques images, comme ça, des images en train de
de bosser. Je vais m'approcher de Dylan un instant et puis, Pas de soucis. je vais vous laisser travailler tranquillement. Merci beaucoup en tout cas pour le temps accordé. Vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Papa, merci bien. Je vais prendre des photos. Moi, tous les produits du magasin passent dans mes mains. D'accord. Tous, de A à Z, tout passe par ici. Et vous vous appelez Jérôme Patry. Jérôme Patry. Voilà. D'accord. c'est bien ça. Je vais prendre un petit portrait de vous très rapidement comme ça pour D'accord. que je puisse vous reconnaître après et travailler. Et on va pouvoir continuer, si ça vous dérange pas. Voilà, donc allez-y, là, on est un peu encombré en ce moment. En bras droit depuis 2 semaines. Emmanuel, voilà qui arrive. Donc qui nous expliquait à peu près quel est le fonctionnement de ce que tu fais ici. D'accord. Donc peut-être que voilà, pour l'instant on va laisser nous expliquer tout le protocole de ce qui est essentiel et après on va venir avec toi pour avoir quelques impressions. Donc voilà, donc tu peux continuer un petit peu ce que tu fais. On va continuer avec. Je vais chercher des avec 5 francs en caisse. Vas-y. D'accord. Donc voilà, donc moi ensuite les produits donc arrivent tout avec tout fermé, etc. Voilà. Tout ça arrive ce matin. Donc en fait, Quentin il est là en stage pour découvrir ce métier. Ouais, alors ce métier, il le connaissait un petit peu indirectement parce que Quentin, il a fait déjà quasiment 10 ans d'animation sportive avec moi. Il a commencé quand il était en CP et il a fini quand il était en 3e. D'accord. Donc il a fini l'an dernier. Donc il connaît bien le métier, on se connaît très bien. Donc voilà, ça a été un élève très assidu et c'est un garçon qui est déjà dans cette démarche-là de l'encadrement depuis quelques années. Puisque lui, il vient, dès qu'on a besoin de lui, on fait appel à lui, il vient nous aider à encadrer des stages et c'est tout à fait naturel pour lui. D'accord, très bien. Donc éducateur sportif, donc ça a priori ça l'intéresse. Qu'est-ce qu'il faut pour être éducateur sportif? Alors déjà c'est un concours niveau bac. Maintenant il y a le niveau réel et il y a maintenant le niveau requis. Le niveau requis c'est qu'on trouve maintenant des personnes qui ont quasiment des licences 3 en STAPS, donc qui ont des bac plus 3, bac plus 4. Donc je dirais que celui qui part dans ce métier-là, il faut qu'il sache que pour préparer le diplôme, il va falloir beaucoup bosser et puis aller au-delà du niveau juste demandé parce que sinon ça risque d'être... Il y a embouteillage quoi, dans ce métier-là au fur et à mesure. Quoi. D'accord, il y a embouteillage. Alors... Je peux juste enchaîner par un autre. Excusez-moi, je vous gère. On tourne, on récupère tout le matériel. Donc il y a Amandine. Et puis, Amandine et Randy pour la caisse. Amandine et Randy. Randy, oui. Randy. D'accord. Donc je vais très vite faire. Vous êtes responsable ici? Responsable adjointe. Responsable adjointe. Très rapidement. Est-ce que vous vous appelez comment? Nausicaa. On fait des petites visites de stage, on va faire des petits... Oh, vous voulez qu'on se mette peut-être un peu plus... Oui, il ne faut pas déranger la clientèle. Non, c'est toujours le rendez-vous. Mais l'idée c'est de poser quelques questions à vos... Qu'est-ce qu'ils sont censés faire Randy et Amandine ici en tant que stagiaires? Donc on leur apprend donc à anti-voler la marchandise correctement. Après on leur a fait voir aussi à mettre un peu en rayon. On a des books donc à respecter, donc tout est expliqué, comment implanter. Pour la chaussure par exemple, on a toutes les photos de chaque chaussure. Et on doit suivre les chaussures dans l'ordre. En fait, implanter en fonction. Ah d'accord, c'est-à-dire que cette chaussure-là, elle est placée ici, à côté de celle-ci. À côté, voilà, c'est ça. Donc il y a également le ménage qui fait partie, donc forcément du magasin, ça, 2 fois par semaine. Hein. Donc voilà. Après, au niveau de la vente, le conseil client et tout, je pense que des fois, toi tu savais pas trop, des fois parce que pour l'histoire de la chemise. Mais alors bon, c'est quoi cette histoire de chemise? Allez, raconte-nous, c'est pas grave. C'est la chemise de nuit, c'était une dame qui me demandait ce que c'était, je savais pas. Tu savais pas ce que c'était qu'une... C'est une chemise de jour qu'elle appelle ça, et en fait c'est les petites... nuisettes, hein. Les petites, non, c'est des petits t-shirts en fait, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe une livraison alors? C'est énorme, il y a trop de palettes. Combien il y a de palettes, Karine? C'est hier qu'on a été livré. Il y en avait 4. Ouais, 4. Des fois, il y en a plus. Et c'est vous qui avez sorti les... Bah, tout le monde. Oui. Ah oui, tout le monde s'y met en fait. Ouais, après là, on était 4. Il y avait plus... Ça dépend des jours, quoi. Ça dépend combien on est dans le magasin, quoi. D'accord. Salut à tout le monde, nous nous retrouvons sur la radio de la MFR avec l'équipe
Bonjour Ajnoun. Bonjour, mais c'est Hashmoun. Hashmoun, pardon. J'ai quelques questions à te poser. Ouais. Alors, premièrement, quel est ton vrai nom dans la vie de tous les jours? En fait, c'est Hamon. Et c'est en fait l'anagramme Hashmoun de mon nom de famille, quoi. Donc c'est Hashmon, H-A-M-O-N, Hashmoun. D'accord. Comme beaucoup d'auteurs de BD, ils font en fait. Ils ont toujours un nom d'artiste, en fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être auteur de BD? Alors, tous les dessins animés, mangas et bandes dessinées que je lisais quand j'étais petit, quoi. Donc, tous les dessins animés, nous, à l'époque, c'était Récréa 2, des choses comme ça, où il y avait Albator, Goldorak, des choses très sympas, quoi, pour l'époque, quoi. Et puis, c'était une révolution à l'époque, il n'y avait pas de dessin animé comme ça avant. Donc, ça a développé l'imaginaire de pas mal de gens de ma génération. Depuis combien de temps dessines-tu? Depuis l'âge de 3 ans. C'est tôt? Bah oui, mais je me suis pas arrêté, je faisais des gribouillages, j'ai continué. Combien de temps te faut-il pour écrire une histoire, une BD ou un comic strip? Pépé Grain de Sel pour l'éclaireur, en fait, il y a 3 cases. Donc il y a à peu près 1 heure d'élaboration de scénario, 1 heure en fait de croquis pour mettre la mise en place des personnages, les perspectives et puis les fonds. Et après, il y a toute la partie colorisation, ancrage, et après la partie texte à mettre dans les bulles, en fait. Donc, il faut à peu près 4 heures de travail. C'est énorme. Ouais, ça prend du temps. Puis, il y a des fois, on rate, donc on efface, on recommence, on repositionne le personnage, on repositionne le lieu. On enlève, en fait, une case parce qu'elle ne nous plaît pas. Les phrases sont pas les bonnes, donc on les refait. Il y a tout le temps un travail en fait de recherche sur chaque étape en fait. Donc c'est pour ça que c'est long, quoi. Pourrais-tu gagner ta vie avec la BD? Je pourrais si j'étais super célèbre, mais je le suis pas. Faut que ça plaise au public. Si ça plaît, après ça fait boule de neige et après on a plein d'albums qui sont vendus et là on peut commencer à gagner notre vie avec. Mais il y a que quelques élus en fait sur peut-être je sais pas, il y a 5000 dessinateurs en France. Il doit y avoir 400 personnes qui en vivent réellement, quoi. Et comment ça se passe pour vendre vos BD? C'est l'éditeur en fait qui s'occupe de ça. Il a un stock de bandes dessinées. Il a des points de vente dans plusieurs endroits de vente de bouquins, quoi, comme les librairies, les espaces culturels, les maisons de la presse. Et à partir de là, c'est lui qui fait la démarche d'aller voir en fait toutes ces personnes avec qui il est en réseau, pour pouvoir leur proposer en fait un florilège de tous les dessinateurs qui sont dans sa boîte d'édition en fait. Et c'est la personne qui tient le commerce en fait qui décide, je vais prendre ça me plaît, ça me plaît pas, voilà. Vous leur envoyez la BD et puis Voilà. ils choisissent, quoi. Après il y a une présélection au niveau du commerçant déjà. Moi mon éditeur il a déjà choisi en fait puisqu'il a édité mon album, quoi. Mais déjà avec l'éditeur il y a déjà une présélection de tout ce qui est bande dessinée au niveau des planches. L'humour, si il trouve ça un peu trop osé ou des choses comme ça, il fait ses remarques. Comment tu les as rencontrés ou En fait fait, connaître? les éditeurs, ça a été de longue haleine. En fait, j'ai fait partie d'une association de dessinateurs de BD. Donc, on avait créé un fanzine. En fait, à l'époque, c'était le Cri du Menhir. Donc, tous les membres de l'association, en fait, ont réussi à créer un album chacun. Mais au début, pour se faire connaître, on a créé un fanzine et on allait dans les festivals de BD pour le vendre et se faire connaître. Par principe, de toute façon, j'essaye de faire une BD pas non plus qui va trop loin, quoi, au niveau humour satirique. Ce que je peux faire, c'est pas le problème, mais c'est pas le sujet. Donc, de toute façon, la démarche pour l'éclaireur, elle va pas dans ce sens-là. Donc, en général, ça reste assez soft. J'essaye de pas blesser, puis de rester un peu, en fait, bon enfant au niveau de c'est rigolo, quoi, voilà, quoi. Mais en même temps, ça serait pas dans trop l'intérêt du personnage, enfin ça ressemblerait pas au personnage de faire des discours politiques et tout. Non, parce que c'est pas le sujet pour lui. Donc c'est pas du tout un personnage qui est dans la polémique ou voilà, quoi. C'est pour amuser sur des choses qui se passent dans le pays de Châteaubriand. Donc le sujet est pas du tout là. Et puis même quand il y a de la politique, j'essaye de faire quelque chose de un peu rigolo, quoi. Donc, Et quel type de lecteur étiez-vous quand vous étiez enfant et adolescent? Est-ce que vous lisiez que des BD ou vous lisiez d'autres types d'écriture? En fait, j'étais à l'école, donc j'étais obligé de lire des livres. À mon grand désespoir. Donc, après, il faut trouver, je pense, le
l'auteur qui nous plaise en lecture, en livre en tout cas. Donc après en BD, je lisais pas mal de BD quand même, quoi. Du Mickey Parade, des Pif Gadget, du Spirou. Après, ça c'est l'évolution. Après, il y a eu du Spider-Man Amazing. Voilà, tout ce qui est super-héros aussi, j'adorais ça. Les Marvel, et puis après, toutes les BD un petit peu plus, au fur et à mesure, un petit peu plus adultes, quoi. Voilà, du Corto Maltese, des choses comme ça, quoi. Au fur et à mesure, ça a évolué, mais je lisais aussi des livres. Mais j'ai trouvé dans les livres, ou même des exemplaires de poésie comme Baudelaire ou des choses comme ça, des sujets en fait à matière à dessiner, quoi, parce que surtout pendant la période de l'adolescence, des choses comme ça en fait ça m'inspirait. Donc ça m'a accompagné en tout cas le temps de mon éducation. C'est vrai que maintenant je suis plus, si je lis des choses, ça va être des magazines scientifiques, des articles de presse, voilà. Merci beaucoup. Mais de rien. Bonjour à tous, nous sommes sur la radio MFR et nous accueillons actuellement des inspecteurs académiques. Alors, Monsieur Hoover, Monsieur Maréchaux et Madame Chevrolier-Brown. Première question, en quoi consiste votre métier exactement ? Globalement, l'idée qu'on peut se faire d'un inspecteur, c'est quelqu'un qui inspecte les enseignants. Oui, effectivement, pour ma part, c'est vrai, j'inspecte les enseignants qui travaillent dans la voie professionnelle, c'est-à-dire en lycée professionnel, et puis je vais aller dans des CFA pour proposer des visites, conseils des formateurs d'anglais et peut-être aussi de lettres, voilà. Mais ce que je voudrais préciser, c'est que cette partie-là, généralement, c'est la partie haute de l'iceberg. Donc l'inspection dans les établissements, c'est la toute petite partie qu'on voit en haut. Par contre, en dessous, eh bien, il y a toutes sortes d'autres missions, de préparer des examens, de faire passer des concours, de rencontrer des équipes pédagogiques, de rencontrer des chefs d'établissement, des directeurs, travailler avec la région. Il y a énormément de missions différentes. Voilà, alors je vais laisser la parole à mes collègues maintenant. Oui, donc moi je peux compléter ce que dit ma collègue. En fait, effectivement, à l'origine j'étais inspecteur comme ma collègue, mais dans une discipline professionnelle, sciences et techniques industrielles, et depuis quelques années, je m'occupe de l'apprentissage, c'est-à-dire je suis coordonnateur du service académique d'inspection de l'apprentissage. Donc il faut savoir que l'Éducation nationale fait également un travail de contrôle, d'évaluation des formations qui se passent dans les CFA, mais également de ce qui se passe en entreprise. Donc on intervient à la fois en CFA, en entreprise, sur le contrôle, le respect des référentiels de formation des diplômes de l'Éducation nationale. Bon, je vous remercie. Je vais laisser la parole à Hugo. Merci. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce métier-là particulièrement ? Donc, je ne sais pas qui répond. D'abord, un inspecteur, c'est d'abord un enseignant. Donc, on a tous été enseignants, enfin je crois, enseignants à l'Éducation nationale, parce que le métier d'inspecteur dans un autre ministère, c'est pas forcément la même chose. Il y a des inspecteurs à l'agriculture, vous connaissez bien, dans les MFR aussi, et c'est pas le même profil, ni les mêmes missions. Donc nous, on a tous été enseignants. Donc on est des pédagogues, on a été profs, on va dire, devant des élèves. À un moment donné, pour des raisons ou d'autres, on a souhaité évoluer professionnellement. Et donc à ce moment-là, les évolutions possibles, il n'y en a pas 36 000 quand on est enseignant. C'est soit être chef d'établissement, soit être inspecteur, en gros. Et donc on a tous choisi, on va dire, ce métier-là, cette orientation-là. Être inspecteur, c'est donc passer un concours et puis 2 années de formation dans une école spécialisée où on apprend le métier d'inspecteur. Donc voilà. Alors c'est une volonté pour ma part d'évoluer professionnellement, de changer un peu d'horizon, puisque la classe, c'est un peu le quotidien d'un enseignant avec des murs tout autour. Donc c'est un espace qui est très fermé. Être inspecteur, c'est on s'ouvre à autre chose quand même. On a une mission qui est sur une sphère géographique qui est la région, l'académie. Donc c'est les 5 départements de notre région. Donc on voit autre chose. Voilà. L'idée c'est de faire un peu
des missions plus larges par rapport à ce qu'on a fait en tant qu'enseignant. Oui, alors moi je vais compléter, tu penses? Je vais ajouter. Alors, je suis complètement d'accord, bien entendu, hein, avec mon collègue. Moi aussi, ça a été un choix. J'étais enseignante. Et j'ai décidé aussi d'élargir, hein, de pousser, comme je dis souvent, les murs de ma classe. Voilà. Cela dit, c'est vrai que c'est un métier qui a beaucoup évolué, comme le métier d'enseignant. Hein, je pense aussi que le métier des enseignants, c'est entre des murs, mais c'est aussi, je vois par exemple, vous avez les formateurs qui vont vous accompagner à l'étranger. Il y a l'organisation des voyages, donc on peut vous amener à l'extérieur pour des projets culturels. Donc il y a des choses qui s'ouvrent de plus en plus, mais quand on est enseignant, on reste quand même dans son établissement. Voilà, hein, je crois que c'est cette différence-là. Et c'est vrai qu'il y a cette ouverture pour nous. Ce qui est fort intéressant, c'est de pouvoir aller dans différents établissements, sur toute l'académie, et de voir ce qui se fait un peu partout, et de pouvoir échanger avec les professeurs qu'on rencontre ensuite, pour leur dire, ben voilà, tiens, je suis allée dernièrement voir Dédima, voilà ce qui s'y passe, et voilà pourquoi c'est intéressant, les élèves nous ont interviewés, etc., etc. Après nous avoir préparé un délicieux repas, entre autres. Non, mais ce sont des choses importantes à expliquer et à échanger aussi, ça fait partie de notre métier. Voilà. Oui, alors ce qui peut pousser à devenir inspecteur, alors avec des situations un peu particulières, puisque moi au départ j'avais pas de classe, pas d'élèves devant moi, mais par contre j'ai eu la chance en travaillant à l'éducation nationale de faire plein de choses différentes. Hein, c'est l'idée de parcours professionnel. Vous avez peut-être déjà rencontré ces mots-là ou vous les rencontrerez. Quand vous rencontrez quelqu'un qui fait un métier à un moment donné, avant il a peut-être fait d'autres métiers, des choses très différentes. Dans mon cas, j'ai travaillé effectivement avec des tout-petits en maternelle, mais aussi avec des adultes, certains très âgés, qui revenaient se former. J'ai travaillé avec des personnes qui avaient de l'expérience professionnelle, mais pas de diplôme, et je les accompagnais pour qu'ils acquièrent un diplôme. Donc finalement, beaucoup de publics différents, beaucoup d'âges différents, beaucoup de lieux différents. Et à un moment donné, le métier d'inspecteur, c'est la possibilité de faire un petit peu le lien entre tout ça. Donc c'est ce qui m'a intéressé dans ce métier-là. Et le point commun entre tout ça, c'est un petit peu le parcours de la personne. Le parcours, ça veut dire que vous êtes passé par le collège, vous êtes en DIMA aujourd'hui, l'année prochaine vous ferez autre chose, et puis dans 5 ans, vous serez sans doute ailleurs à faire autre chose, peut-être en formation, peut-être au travail. Et l'intérêt du métier d'inspecteur, je pense qu'il est vraiment important si on part de la situation de la personne, qu'elle soit jeune, adulte, en emploi, sans emploi, en train de se reconvertir professionnellement. C'est pour ça que c'est un métier intéressant et on se dit à un moment donné, j'ai envie de faire ça. Quels sont les inconvénients dans votre métier? Alors, ce n'est pas une question très très facile, mais j'ai envie de dire, moi, le premier inconvénient qui me vient en tête, là, ça n'a rien à voir forcément avec les écoles ou le métier en lui-même, c'est quelque chose de très matériel. C'est que, pour ma part, je suis seule sur l'académie, donc je voyage sur les 5 départements. Donc l'inconvénient, c'est la route. Je fais beaucoup de routes. Je ne peux pas toujours prendre le train parce que ma mère, qui est à l'autre bout de l'académie, ce n'est pas vraiment facile d'accès. Il y a des lieux, la Ferté-Bernard, Saint-Calais, c'est des lieux qui ne sont pas forcément faciles d'accès et je suis obligée de prendre ma voiture. Et là, j'arrive aussi, l'air de rien, hein, on vit tous. Et la voiture, ça fatigue beaucoup. Ça, c'est mon grand inconvénient, le premier grand inconvénient. Pour ma part, c'est peut-être, je reprends l'illustration de ma collègue de tout à l'heure, elle parlait d'iceberg avec tout ce qu'il y a en dessous. Donc l'inconvénient, c'est tout ce qu'il y a en dessous. Hein, c'est-à-dire autant la mission première qui est lisible dans le nom du métier, inspecter, tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit, inspecter des enseignants, c'est donc quelque chose qui n'est pas très compliqué. Ce qui est compliqué, ce qui est en dessous, c'est-à-dire toutes les activités, toutes les tâches, toutes les missions qui sont cachées. Alors c'est des missions administratives, c'est beaucoup de réunions à droite, à gauche, donc beaucoup de déplacements, etc., qui font que c'est un peu chronophage, ça nous prend beaucoup de temps et voilà, c'est un travail qui nécessite souvent le soir de reprendre tout ce qui a été fait dans la journée, d'écrire, de formaliser, parce qu'on n'a pas eu le temps dans la journée. En termes d'inconvénients pour le métier, alors c'est vrai qu'il y a des aspects de charge de travail, mais comme dans plein d'autres métiers,
L'inconvénient, mais vous le savez sûrement, puisque vous utilisez aussi tous les outils de communication, les mails, les SMS. On utilise plein d'outils pour communiquer, s'organiser avec un grand nombre de personnes, mais au quotidien, on ne peut pas simultanément décrocher le téléphone, regarder sa boîte mail, et donc ça veut dire qu'on a l'impression finalement de toujours attendre, de fréquemment attendre une réponse de quelqu'un d'autre pour pouvoir faire soi-même. Alors c'est dans notre métier, mais ça existe ailleurs, hein, évidemment. Donc cet inconvénient, c'est arriver à coordonner entre tout ce qui est demandé, sachant qu'on fait rarement les choses tout seul, et puis le travail avec les autres. Donc ça, c'est un peu compliqué, mais prenez un autre métier où il faut travailler en fonction de la demande des clients, avec des équipes de collègues avec lesquels on travaille, ça sera un peu le même souci, sachant que tout ça doit rentrer dans une journée avec un certain temps disponible, et ça s'arrête à la fin de la journée. Peut-être le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient, mais les écoles, les CFA, là où on se forme, là où on apprend, on a besoin de temps, et tout le monde a besoin de temps, que ce soit ceux qui apprennent ou que ce soit ceux qui enseignent. Et vous le savez bien, il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui sont demandées à l'école, au CFA, au lycée, au collège, donc une certaine pression sur les adultes qui y travaillent, et en même temps, donc ça veut dire une pression pour des résultats rapides, et en même temps, il faut du temps pour apprendre et pour progresser. L'inconvénient, c'est qu'il faut concilier les deux, c'est-à-dire le temps nécessaire pour qu'on apprenne, on réussisse aux examens, on s'insère professionnellement, et puis en même temps l'inquiétude et les attentes des parents, des enseignants, parfois des jeunes qui se disent mais qu'est-ce que je vais faire, j'arrive pas à choisir, etc. Et donc l'inconvénient du métier d'inspecteur, c'est qu'il faut arriver à tenir les deux bouts. Des résultats assez rapidement pour que chacun puisse avancer, puis en même temps le temps qui est long, hein, là vous êtes sur une année en DIMA, à la fin de l'année où il y aura des résultats, vous aurez obtenu un diplôme, vous aurez fait des choix de projet, mais ça a commencé depuis septembre. Donc concilier les deux, se dire mon objectif il est pour la fin de l'année, il faut que je sois parvenu à telle et telle chose, mais en même temps au quotidien se dire il faut que je choisisse, il faut que je sache où j'en suis. Donc ça c'est un peu une difficulté, l'inspecteur il doit expliquer ça, il doit aussi un petit peu rassurer en disant vous allez y arriver, et puis parfois il doit aussi dire attendez, il faut qu'on se réorganise, et quand tout le monde est un peu sous pression, c'est pas bien facile de prendre un peu de recul et se réorganiser. Inspecter, ça veut dire juger le travail que font les autres. Et une de nos missions, c'est aussi de noter les professeurs, hein, c'est-à-dire on met une note, et vous savez tous que lorsqu'on met une note, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont moins contents, donc c'est ce travail-là que l'on fait. Voilà, c'est peut-être la peur aussi des enseignants qui voient quelqu'un de l'extérieur venir dans une classe, alors que notre mission a changé, hein. Autant peut-être il y a quelques dizaines d'années, on va dire, c'était l'inspecteur contrôleur qui venait dans la salle sans prévenir et donc qui pouvait faire le méchant. Aujourd'hui, d'abord, les enseignants sont prévenus 5 jours à l'avance, ils savent qu'un inspecteur vient et donc on n'est plus sur le contrôle comme on l'était sans doute avant. On est plutôt des accompagnateurs, des facilitateurs. L'ambition aussi, quand on devient inspecteur, c'est essayer de changer les choses. De peser pour que la qualité de l'enseignement soit meilleure, pour que vous, jeunes, puissiez réussir plus facilement. Donc on a cette ambition-là chaque fois. Mais voilà, donc notre métier a changé et je pense que selon les enseignants avec qui vous discutez, on n'est plus des méchants. En tout cas, je pense qu'on est perçu différemment. Bon, je vous remercie, Monsieur Hoover, Monsieur Maréchaux et Madame Chevrolier. Bonne journée, au revoir. Salut à tous, nous nous retrouvons donc aujourd'hui avec Randy. Bonjour. Nous nous retrouvons aussi avec Bastien. Salut. Et suivi de Lorinda. Salut. Et aujourd'hui nous allons interviewer Florent Hugon, responsable produit chez Kuhn. Bonjour à tous. Donc bonjour. Et donc pour ceci je laisse la parole à Lorinda. Alors, moi j'ai une question par rapport à l'entreprise. Comment vous avez réussi à entrer dans l'entreprise ? Alors, ça fait maintenant bientôt 10 ans. J'étais en stage à la Maison Mère qui se trouve en Alsace, à Saverne, pour faire un travail de 6 mois. Et à la fin de la période de 6 mois, il y a un poste ici à Châteaubriand qui s'est libéré.
Et j'ai postulé et j'ai eu la chance de pouvoir arriver ici à Châteaubriand chez Cunuard. Votre carrière a-t-elle évolué après tout ça? Quand je suis arrivé, en fait, j'étais assistant responsable produit. Et puis, au bout de 2 ans, je suis passé responsable produit sur une autre gamme. Qu'avez-vous comme diplôme? Alors, j'ai fait une école d'ingénieur en agriculture à Lyon. Et puis après, j'ai fait une deuxième spécialisation à Dijon en machinisme agricole. Donc, la formation pour laquelle, qui est assez recommandée pour pouvoir être chef responsable produit. D'accord. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier chez Kuhn? Alors, ce qui me plaît le plus dans le métier, c'est le contact avec les gens. En fait, je suis à la fois en relation avec les services commerciaux et le bureau d'études, mais également le service prototype. Et j'ai pas mal de déplacements en France et à l'étranger pour visiter des agriculteurs ou encore des revendeurs de nos machines pour savoir ce dont ils ont besoin, qu'est-ce qui doit être amélioré et proposer des machines qui soient bien adaptées à leurs besoins. Voilà, donc c'est surtout le contact en fait avec le monde agricole qui me plaît. Et qui vous a transmis cette passion? Et ben en fait, je dirais qu'elle est venue un petit peu toute seule. Quand j'étais très jeune, j'avais 3 à 5 ans, j'allais souvent me promener dans les exploitations agricoles, dans le village d'où je suis originaire. Et petit à petit, je me suis intéressé à ce domaine-là. Et à 12 ans, je savais que j'allais travailler dans le milieu agricole. Voilà. D'accord. Enfin, j'avais cette intuition-là. Après, on n'est jamais sûr de rien, mais c'était quelque chose qui est venu relativement tôt. Très bien. Bonjour Monsieur Hugon, j'avais une petite question pour vous. Est-ce que vous pouvez, une question en 2 parties, Oui. Est-ce que vous pouvez présenter la marque Kuhn, ce groupe Oui. Kuhn? Et la deuxième question, qu'est-ce qu'un responsable produit? D'accord. Alors, concernant la première question, le groupe Kuhn, c'est une société qui a maintenant presque plus de 180 ans. Elle est basée en Alsace, la maison mère. Et elle a commencé par produire ce qu'on appelle des balances décimales, donc simplement pour peser les produits. Ça, c'était dans les premiers produits qui ont été fabriqués. Et puis après, ils se sont diversifiés avec des moissonneuses-batteuses, enfin des batteuses, pardon, c'était des machines à poste fixe. Donc ça, c'est l'histoire, on va dire, Kuhn, quand elle a commencé en Alsace. Et puis après, elle est aussi liée à l'histoire de Huard, qui était anciennement un fabricant de charrues ici à Châteaubriand et qui a été racheté en 1987 par le groupe Kuhn. Et c'est un groupe qui aujourd'hui compte plus de 5000 personnes avec 9 usines dans le monde, donc qui produisent une très grande diversité de machines qui s'attellent derrière les tracteurs. Donc ça va du labour qui est fait ici à Châteaubriand avec les charrues jusqu'à des machines de récolte, notamment tout ce qui est fenaison, donc pour couper l'herbe, la faire sécher, et puis après la conditionner en grosses boîtes. Et puis ça passe par le semis, la protection des cultures, la fertilisation. Enfin bon, c'est très très large. Aussi tout ce qui est entretien du paysage. Voilà, donc je sais pas si vous avez d'autres questions. J'ai une dernière question. Est-ce que le nom Kuhn veut dire quelque chose, par exemple les lettres? Non, en fait, c'est le nom du fondateur qui fabriquait ces balances décimales à Saverne il y a maintenant plus de 180 ans. D'accord. Voilà. Il y a une question à laquelle j'ai pas répondu. Qu'est-ce qu'un responsable produit? Alors en fait, on a la responsabilité d'une gamme. En ce qui me concerne, c'est la charrue. Et donc on doit définir quelles sont les machines que l'on doit produire pour satisfaire la plus grande majorité des agriculteurs ici en Europe de l'Ouest, mais également sur d'autres continents, notamment l'Asie. Donc on définit les caractéristiques des machines en lien avec les services commerciaux qui vont ensuite les vendre, et on rédige ce qu'on appelle des cahiers des charges pour que toutes les fonctions de la machine soient répertoriées. Et ensuite, donc, on transmet ce document-là au bureau d'études. Donc le bureau d'études, ce sont les ingénieurs qui vont dessiner les machines en fonction de ce que nous, on leur aura demandé. Et dans ce cas-là, moi, je reprends, entre guillemets, la main en réalisant tout ce qui est tarif, prospectus, documents de formation. Et on va essayer de vendre ces premières machines, nous aussi, sur le terrain, à des agriculteurs. D'accord. Et vous êtes dans les bureaux, donc? Alors, je suis dans les bureaux, mais je suis aussi, une bonne partie de mon temps en déplacement, justement, dans des fermes, à la fois en France, en Europe, mais également dans d'autres pays du monde. D'accord. Est-ce que le chiffre d'affaires baisse ou augmente par rapport aux périodes de l'année? Alors, par rapport aux périodes de l'année, oui. En général, on parle d'un chiffre d'affaires sur une année. Alors, les 2 dernières années, il a été à peu près équivalent.
Il est de l'ordre d'1 milliard d'euros. Et puis, bien sûr, il croît tout au long de l'année. Après, il y a une saisonnalité au niveau des produits qu'on vend. Il y a 3 gammes ici sur le site de Châteaubriand, donc les charrues pour labourer. On a aussi ce qu'on appelle les outils de déchômage, donc c'est pour travailler le sol juste après la récolte. Donc en général, on les utilise au mois de juillet, août, septembre. Et puis après, les semoirs monograines, donc c'est pour semer le maïs. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc là, les semoirs pour le maïs ont tous été livrés parce que la saison de semis a commencé. On va commencer à livrer aussi maintenant les outils de déchômage en vue de l'après-récolte. Et puis après, la charrue, il y en a un petit peu presque toute l'année. Bon, c'est surtout sur février-mars, avant les préparations pour les terres de maïs. Et puis après, on va commencer à l'utiliser de nouveau au mois d'août. Et on reprendra après au mois de septembre, jusqu'au mois de novembre à peu près. Donc effectivement, bon, sur l'année, ça permet aussi d'avoir un lissage de la production avec cette saisonnalité entre les différents produits. D'accord. Et tout à l'heure, vous m'avez parlé de vos déplacements, etc. Vos voyages, vous les faites où en fait? C'est partout dans le monde ou c'est en Europe ou Alors c'est principalement dans les zones où il y a de la mécanisation, ce qu'on appelle, donc où les agriculteurs ont des tracteurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle toute l'Europe de l'Ouest. Alors bon, forcément, il y a la France, l'Angleterre, la Hollande, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Suisse, enfin bon, tous ces pays-là. Puis après, il y a aussi tous les pays d'Europe, on va dire de l'Est, ou de l'ancien bloc soviétique. D'accord. Alors, il y a la Bulgarie, la République tchèque, la Pologne. J'ai eu l'occasion d'aller en Russie, en Ukraine, et puis après en Chine également. Ah, d'accord. Donc c'est à peu près partout dans le monde C'est un peu partout dans le monde. Alors, bon, les pays d'Amérique latine, ils labourent très peu là-bas, donc il n'y a pas forcément besoin d'y aller. Aux États-Unis, relativement peu aussi, donc j'y suis pas encore allé. Puis en Océanie, pas trop non plus. D'accord. J'avais une petite question justement par rapport au machinisme agricole. On entend plus parler d'agriculture un peu plus verte, un peu plus raisonnée, voire biologique. Comment c'est perçu chez vous puisque Kuhn, on va dire, c'est vous faites du machinisme agricole, c'est-à-dire que vous êtes un peu dans de l'agriculture productiviste, intensive. Est-ce que vous avez des interrogations chez vous dans votre métier? Est-ce que vous évoluez, vous, par rapport à cette nouvelle façon de cultiver Alors en fait, ce qui s'est développé les dernières années, c'est ce qu'on appelle les techniques sans labour, qui ont eu un très très grand essor, effectivement. Bon, moi j'avais été même embauché ici à Châteaubriand pour le développement de toutes ces techniques-là. Et puis après, on va dire aux alentours de 2005-2007, il y a de nouveau eu un regain d'intérêt pour la charrue. Alors ce qui se passe, c'est que dans les techniques sans labour, jusqu'à aujourd'hui, on faisait appel à pas mal de ce qu'on appelle les produits phytosanitaires. À la fois, surtout c'est même pas des produits phytosanitaires en eux-mêmes, mais surtout les herbicides. Donc quand on laboure pas, entre guillemets, ce qu'on appelle aujourd'hui des mauvaises herbes, les autres plantes qui ne sont pas la culture qu'on cherche à faire grandir, qui ont tendance aussi à plus se développer en technique sans labour. Donc le labour, en fait, il a un peu retrouvé ces dernières années ses lettres de noblesse, puisqu'il permet, par l'enfouissement des graines, de limiter la prolifération des adventices. Donc, bon, il y a encore des choses qui sont en train de se passer, là, notamment avec l'utilisation du glyphosate, qui est un désherbant total auquel on a beaucoup recours en technique simplifiée en semi-direct. Il n'a pas une super notoriété, ce produit-là. Donc, peut-être que dans l'avenir, le labour va revenir. Et puis en tout cas, c'est ce qu'on observe. Et aujourd'hui, il y a une alternance de phase de labour et de non-labour. Alors après, comment les choses vont encore évoluer dans les années à venir, ça, personne ne peut le dire. Mais c'est une technique qui a retrouvé quand même un certain regain d'intérêt ces dernières années. Les agriculteurs biologiques, eux, ont quand même pas mal recours à la charrue. Ça, c'est quelque chose qui est certain, justement pour gérer toutes ces problématiques liées aux adventices, mais également tout ce qui est maladie. Le labour permet aussi de limiter le développement des maladies d'une culture sur l'autre. Donc aujourd'hui, les agriculteurs en agriculture biologique auront tendance en général à plus labourer que les autres. Donc quelque part, nos produits leur apportent aussi une solution à leurs problématiques. Et puis après, concernant votre question sur la concentration des exploitations, effectivement, aujourd'hui, ça, on y fait face. Après, c'est quelque chose qui est très structurel. Et aujourd'hui, dans les conditions économiques dans lesquelles on se trouve,
la productivité et la rentabilité, c'est des critères qui sont aujourd'hui prépondérants pour être encore là demain. Ça, c'est évident. Alors après, ce qu'il faut voir, c'est que il y a aussi des exploitations qui s'arrêtent parce qu'il n'y a pas de repreneur. Les enfants, le fils ou la fille, eh ben, ont fait le choix d'exercer une autre profession que celle d'agriculteur. Donc de toute façon, ces terres-là, il faut qu'elles soient plus ou moins reprises. Et donc c'est des exploitations qui sont à la périphérie, qui vont en général reprendre les terres et les exploiter. Et c'est vrai qu'elles deviennent de plus en plus grosses. Alors après, bien souvent, ce ne sont plus des exploitations avec une seule personne qui travaille dessus. Bon, autrefois, c'était souvent le père avec la mère et puis un des enfants qui rejoignait et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est plus des exploitations de type sociétaire. Et donc, il y a plusieurs personnes qui peuvent être de la même famille ou qui ne sont pas forcément de la même famille, qui travaillent ensemble. D'accord. Et j'aurais une dernière question. Est-ce qu'il y a un autre métier qui vous plairait? Oui, peut-être agriculteur. D'accord. Bon, merci. Bien, sur ce, Monsieur Hugon, nous vous remercions d'avoir répondu à toutes nos questions. Et je vous en prie, merci à vous. Salut Hugo. Salut Randy, ça va? Ouais, et toi? Ouais, tranquille, on reçoit qui aujourd'hui du coup? On va recevoir Benjamin et Benoît qui vont nous parler de l'équitation. Bonjour Benjamin. Bonjour. Bonjour Benoît. Salut. Vous allez bien? Ça va, oui. Ouais, d'accord. Donc du coup, vous allez parler un peu de votre sport, votre passion. Ça consiste en quoi? Alors l'équitation, si tu veux commencer Benoît. Vas-y. Alors l'équitation, c'est un sport en fait qui se pratique avec un animal, donc un cheval, qui est fixé sur plusieurs règles, plusieurs compétitions, qui est lié en fait entre un homme et un animal, voilà, principalement. Vous avez donc le plus connu, le saut d'obstacle. Vous avez aussi ce qu'on appelle le cross, le CSO, le saut d'obstacle. Sauf que les obstacles, en fait, sont fixes. C'est-à-dire, il n'y a pas de barre qui tombe, ni rien du tout. Donc, si vous avez un accident, voilà. C'est plus embêtant. Exactement. Et puis, vous avez après le dressage. Alors là, c'est une discipline qui est très compliquée, parce qu'il faut mémoriser tout un parcours, tout en se fixant aussi sur sa position, et aussi sur la position du cheval et ses allures. Voilà. Ok. Ouais, t'es d'accord. Ouais. Voilà. Et toi, Benoît, pourquoi Il y a aussi le trek. C'est tout un parcours pareil d'obstacles naturels. Tu peux passer dans l'eau. Il y en a plein. Et il y a le complet où tu fais tout. Tu as une partie dressage, une partie cross, une partie saut. Puis voilà. Et où vous pratiquez lequel de ces trucs-là? Moi, je fais que du saut. Alors moi, j'ai fait un peu de complet quand j'avais 8 ans. J'en ai fait jusqu'à l'âge de 12 ans. Ok, et toi, Benoît, t'as commencé à quel âge l'équitation? Moi, j'ai commencé, j'avais 9 ans et j'ai arrêté l'année dernière. Et pourquoi t'as arrêté? Parce que ça commençait à plus être une passion, je voulais passer à autre chose, essayer autre chose, puis j'avais envie d'autre chose. Okay, et surtout, pourquoi t'as commencé? Mon père en a fait étant petit, il a repris, ma soeur en a fait, puis du coup, comme mon père, quasiment toute ma famille était dedans, ma mère, mes 2 sœurs et mon père, du coup j'ai voulu essayer, puis j'ai accroché et du coup j'ai continué. Ok, et toi, Benjamin, c'est de famille ou comment c'était? Alors oui, moi j'ai commencé par hasard en fait à 6 ans. Je suis parti en vacances avec ma famille à Center Park et en fait ma soeur voulait essayer l'équitation. Alors je suis monté sur un poney qui s'appelait Rambo et en fait au cours de la promenade en fait Rambo m'a embarqué et je suis tombé. Donc sur le coup j'avais 6 ans, j'étais choqué et pour pallier à ce choc-là, mes parents ensuite m'ont incité en fait à faire de l'équitation en fait. Ah, et du coup ça t'a plu? Ça m'a plu et depuis j'ai pas arrêté quoi. D'accord. Voilà. Mais quand t'es toujours en relation en ce moment même par rapport aux chevaux ou pas? Oui, donc là je me suis un peu spécialisé parce qu'en fait j'ai suivi des cours d'équitation depuis l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Et comme j'ai fait un petit peu le tour de la technique en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre au niveau de la posture, etc. J'ai voulu passer en fait de l'autre côté, c'est plutôt au lieu que
que j'apprenne des choses, c'est plutôt à apprendre des choses au cheval, quoi. Donc voilà, donc depuis je fais ça, c'est ce qu'on appelle le débourrage. Ouais, d'accord. Quels sont vos meilleurs souvenirs en compétition? Moi, j'en ai pas spécialement des. Si, j'ai fait plein de. J'ai gagné plein de fois, non, mais j'ai fait de beaux parcours. Puis autrement, c'est tout. Alors pour moi, ça va être le concours complet, c'est le premier que j'ai fait, j'avais 8 ans. Et du coup, je suis monté sur une jument qui était très grande et puis qui connaissait son boulot. Et pareil, elle avait beaucoup on peut dire, d'énergie. Et elle m'a trimballé tout du long des 3 disciplines, en fait. Et moi, j'étais là pour rester sur la selle, en fait. Donc elle m'a permis quand même d'accéder quand même à la 4e place, quoi. Donc c'était pas mal comme première expérience. Qu'est-ce que tu appelles un beau parcours? Alors, ce qu'on appelle parcours, en fait, si tu veux, c'est la discipline. Par exemple, en CSO, tu as 12 obstacles. Donc 12 obstacles, c'est un parcours. D'accord, et toi, Benoît, qu'est-ce que tu appelles un beau parcours pour toi? Qu'est-ce que c'est? C'est un sans faute, parce que dans l'obstacle, tu peux faire. Quand tu fais tomber une barre, c'est 4 points. Et ainsi de suite, ça va de 4 en 4. Et un beau parcours, c'est quand tu as un bon temps comparé aux autres. Et puis un sans faute, quoi. D'accord, et le nom de ton cheval, si tu t'en rappelles? Moi, j'ai une jument. On en a acheté une il y a 3 ans. Elle s'appelle Taor. Et puis mon père, il a continué, mes 2 sœurs et ma mère aussi. Du coup, on l'a toujours. Mais moi, j'ai arrêté. Oui, d'accord. T'as eu que cette jument Non, avant, je montais les chevaux du club. Et puis, vu que mon niveau augmentait assez vite, je voulais passer à autre chose. Puis mon père, il a trouvé une bonne jument sur Internet. Puis du coup, on l'a acheté. Ok. Et toi, Benjamin? Alors moi, j'aurais 2 chevaux. Alors le premier, c'était vraiment quand j'étais débutant, il m'a fait évoluer en fait dans l'équitation et plus dans la position et puis même voir les différentes allures, etc. Et le deuxième, lui, c'était plutôt sur la technique. Donc là, il y avait beaucoup de choses à apprendre, même des choses très très difficiles pour un jeune cavalier. Et du coup, il m'a permis d'aller un cran au-dessus, quoi. Est-ce que ta passion, tu comptes la transmettre à tes enfants ou pas? Oui, je compte bien, oui. Mais c'est pareil, je vais pas leur forcer non plus à faire de l'équitation. Ce sera à eux de décider. Voilà. D'accord. Et toi, Benoît, tu comptes faire ça, transmettre à tes enfants ta passion ou pas? Je sais pas trop. Non, je sais pas. Ouais, peut-être, s'ils en ont envie. Après, mon père en connaît beaucoup plus que moi. Il est à un plus haut niveau, il en a fait pendant plus longtemps. Est-ce que vous avez déjà eu des accidents? Vous êtes tombé des chevaux ou autre, Benjamin Il a et... été blessé. Pas mal de fois, oui. Et Benoît. Donc, Moi, je me suis cassé le bras une fois, mais autrement, non. J'en ai fait des chutes, mais non, sans rien me casser. D'accord. Et toi, Benjamin? Moi, j'ai déjà reçu un coup de sabot sur le tibia, donc ce qui m'a valu un bleu. Globalement, j'ai pas eu vraiment de grosses blessures à cheval. Plutôt, c'est à pied, parce que quand tu débourres un cheval, tu le fais d'abord à pied pour lui montrer les principes des rapports au niveau humain et cheval. Et du coup, j'ai un cheval qui s'est déjà retourné, qui m'a donné un coup de sabot sur le haut de la cuisse. Donc ça m'a valu un petit décalage au niveau des hanches. Donc ça a été vraiment une grosse blessure. Donc j'ai eu droit à 6 mois d'arrêt en gros au niveau sport. Je pouvais toujours marcher, mais interdiction de faire de quoi que ce soit, quoi, comme mouvement. Voilà. Ça fait beaucoup tout ça. Vous avez déjà gagné des tournois, des coupes, etc. Alors pour ma part, oui, j'en ai déjà gagné. J'en ai dû faire 5-6. Sur les 6 que j'ai faites, il y en a eu 2 où j'étais bien placé. J'ai été 2e et 4e. Et à quel niveau? Alors c'était niveau, je peux pas vous dire parce c'est pareil, il y a des codes au niveau des disciplines, mais c'est niveau galop 4, niveau galop 5. Voilà. D'accord. Et toi, Benoît? Moi, pareil, j'étais 2-3 fois premier. Et en niveau, tout ce qui est niveau comme ça, galop 4, après on parle en club et en poney, c'est tout ce qui est club, c'est au-dessus de 18 ans et c'est quand t'as un cheval. Et tout ce qui est poney, c'est quand t'as un poney et t'as moins de 18 ans aussi.
Donc le plus petit du plus petit, c'est P4 en poney et Club 4 en cheval. Et après, en plus grand en poney, c'est Poney 1 Elite. C'est ce que j'ai fait vers la fin, l'année dernière. Et en club, c'est pareil, Club 1 Elite. Et après, on passe dans les prépas. Pour vos compétitions, vous n'avez pas des catégories comme départementales, régionales, etc. Si, ça c'est pareil. Pour nous, les régionales, elles se passent à Redon. Et les départementales, elles se passent à Cordemais. Et autrement, c'est tout. Et championnat de France, c'est la mode Beuvron depuis 6-7 ans, je crois. Vous êtes placé combien à peu près aux départementales et régionales? Moi, j'ai fait une fois premier au régional à Redon. Départemental, j'ai jamais été spécialement pas classé. Et toi, Benjamin? Moi, ça restait juste au niveau local. J'ai été classé au niveau local. Voilà. Donc, j'ai pas fait de départemental ni régional. Jamais? Pourquoi? Non, jamais. Parce que c'est au niveau temps. J'avais pas assez de temps. À l'époque, j'étais lycéen ou étudiant. Donc, je pouvais pas aller au-delà de ma passion, quoi. D'accord. Et donc, en fait, quel uniforme vous avez exactement quand vous êtes soit au club ou soit en compétition? Et déjà, est-ce que vous avez les mêmes? Alors, tout cavalier, même débutant, on leur conseille des bottes. Soit des bottes, soit des bottines. Après, ceux qui portent des bottines, on peut leur ajouter des mini-chaps. Donc, en fait, ce sont des, si on peut dire, c'est un habit en cuir qui va protéger le mollet, en fait. C'est un peu comme des protèges tibia, mais sauf que ça fait tout le tour, en fait, du mollet. Donc, ça permet d'éviter le frottement du mollet sur le cheval et sur la selle. Après, en pantalon, ce qu'on appelle une culotte de cheval. Donc, il y a plusieurs couleurs qu'on peut utiliser. Donc, ce sont des pantalons qui sont assez, on peut dire, moulants, hein, c'est sûr. On peut mettre des t-shirts, des pulls, hein, quand on reste dans l'amateur. La bombe est obligatoire, hein, le port de la bombe est obligatoire pour des raisons de sécurité. Et ensuite, au niveau professionnel, Benoît, tu t'y connais peut-être un peu plus, mais... Non, pas spécialement. Quand tu sors en concours, le pantalon blanc est obligatoire, comme boots et chaps. Et après, en haut, c'est chemise blanche, la cravate n'est pas obligatoire, et veste noire. Ok. Et vous avez été, dans votre carrière, vous avez été dans quel club et des clubs de quelle ville? Moi, j'ai été Poney Club des Landes, à Saint-Nazaire, et c'est tout. J'en ai fait qu'un. C'est tout. Et toi, Benjamin? Moi, au niveau des clubs, ça va être plutôt en Normandie. Donc, j'ai commencé dans un petit club, dans un poney club, en fait, à 6 ans. Donc, j'ai commencé du niveau galop 1 au niveau galop 3. Ensuite, après, je suis parti dans un club, en fait, qui demandait plus de capacité au niveau technique. C'est-à-dire que on a appris les fondements du dressage et puis du CSO. Donc je suis resté pendant 10-12 ans dans ce club-là, qui m'a permis un peu de voir plusieurs chevaux, puis aussi d'évoluer au niveau équitation. Et ensuite, après, j'ai eu mes études, donc j'ai dû arrêter. Et puis, de temps en temps, je retourne dans ce club pour prendre quelques leçons. Voilà. Ok. Et vous rencontrez beaucoup de monde dans ce sport-là? Alors dans ce sport-là, moi, au niveau des centres équestres, oui, il y a beaucoup de monde à chaque fois qui vient. Surtout dans le cadre des concours, hein, on retrouve les clubs locaux et puis aussi d'autres clubs qui viennent soit d'un autre département ou qui viennent d'une autre région. Il y a aussi plusieurs métiers qu'on rencontre en fait. Il y a aussi les maréchals ferrants, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle aussi maintenant les éthologues, donc qui s'occupent des chevaux dans une discipline en fait où le cheval en fait est au centre en fait du dressage par en fait par tout ce qui est en douceur, etc., éclaration du cheval. Voilà. Par contre, j'aurais une petite question. Oui. Personnellement, les gens ils portent souvent comment on dit, un jugement par rapport à ce sport en disant que c'est plus pour les filles. Est-ce que qu'est-ce que vous en pensez vous deux de ce jugement? Moi, j'en pense que il y en a plein qui se foutent de la goule des gens pour dire ouais, c'est un sport de meuf, mais c'est pas
spécialement vrai, parce qu'aujourd'hui, plus tu montes de niveau, bah, je dirais pas plus il y a de gars, mais aujourd'hui, tu vas à la boule au mois de juin, sur un parcours de 50 personnes, il y aura peut-être 45 garçons et que 5 filles. Donc plus les niveaux sont hauts, je dirais pas que tu vois plus de mecs, mais non, faut pas se fier à ça. Et toi, Benjamin, qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est vrai que moi, je dirais au niveau amateur, c'est vrai il y a plus de femmes, plus de filles. Mais c'est vrai, comme Benoît dit, c'est vrai qu'au niveau professionnel, plus ça va et plus il y a des hommes, quoi. Ouais. Ok. En tout cas, merci d'être venu et ça va être la fin de l'émission. Ouais, et je vous remercie Benjamin et Benoît de nous avoir répondu à nos Merci à questions. vous. Merci à vous. Au revoir. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour vous interviewer, Lorinda et Antonio. C'était par rapport à votre sport, Ouais. précisément la boxe. Le kickboxing. Ouais, le kickboxing. Pour moi, là, c'est la boxe taille. La boxe taille, voilà. Donc des sports de combat. Ouais. Et pourquoi avoir fait la boxe et pas un autre sport de combat? Bah, déjà, d'une, pour une raison personnelle, et puis bah, de deux, pour me défouler un peu. Et puis, ça fait du bien de se battre. Enfin, je sais pas, c'est... Pour moi, oui. Non, moi, j'ai essayé de faire un cours et bah, du coup, ça m'a plu. Du coup, j'ai continué. Ok, et les relations que vous aviez eues avec vos professeurs et l'équipe et... Ouais, Moi, le professeur, il faisait attention à moi parce que voilà, j'étais une fille, puis les autres, ils étaient majeurs. Et du coup, il disait non, faites attention, c'est une fille, nanana. Il voulait pas que je fasse les pompes, par exemple. Mais je lui ai dit, je fais le cours avec tout le monde et donc je vais faire les pompes avec vous, quoi. Non, moi, ça s'est oui, bien passé. Bah, il entraînait bien en plus. Mais non, ça s'est très très bien passé avec le professeur. Ok, et l'envie de faire la boxe, c'est quoi qui vous a donné cette envie de pratiquer ce sport? Bah, pour moi, les raisons personnelles, comme j'ai dit tout à l'heure. Ah ouais, et toi Non, moi, c'est parce que je voulais me défouler, donc c'est pour ça. Moi, de toute façon, je dis, personne a vraiment de niveau, hein, c'est juste qu'il faut s'entraîner dur, et bah à la fin, t'as ton résultat, quoi. On s'entraînait sur les entraînements d'esquive, droite-gauche, et bah il m'a dit de me mettre à gauche, sauf qu'en fait, bah tout ça c'était fait exprès, et bah du coup, il m'a mis un kick à la nuque, et puis voilà. Ouais, c'était fait exprès en gros, Ouais, quoi. c'était fait exprès, mais sauf que ça m'a quand même fait mal. Ça fait partie De l'entraînement, du sport, c'est comme tout sport, hein. Ouais, mais genre, ouais, voilà, en fait, On je se suis bien blesse pris. tous, Genre, ouais. après, une fois qu'il t'a mis Oui. branlé, on va dire, genre, tu voulais pas lui retaper. Non, tu il m'a voulais pas relevé, faire il genre, m'a voilà, dit, c'est ça. oui, il m'a dit, oui, est-ce que ça va et tout, pour voir si j'ai vraiment mal ou pas, mais... Après, je non. pense qu'il a fait ce coup-là pour lui apprendre que, bah voilà. Ouais, je pense. Oui, c'est plus ça, pour, ouais. comme ça, au moins, j'esquive plus vite. Ok, et donc, les équipements que vous portiez pour faire le sport, c'était Bah, moi, c'était les chaussons pour les pieds, les porte-tibias pour les protège-tibias pardon pour les tibias, le shirt qui devait pas dépasser les genoux et puis le dentier et les gants. Ok, et toi, Antonio? Pour moi, c'était juste un short, des gants et le dentier, mais c'était pas obligé en fait. Comment votre famille, elle a réagi quand vous lui avez appris que vous allez faire de la boxe, du kickboxing et de la boxe thaï? Moi, ils m'ont dit que ça changeait pas, que je restais toujours un bonhomme, donc ça les étonnait pas. Et toi, Antonio? Moi, quand je faisais sport un peu extrême, donc ça le dérangeait pas en fait. Ouais, genre, par exemple, vous deux, genre, en fait, vous faisiez des pompes et tout chez vous aussi ou Ouais, vous souvent, faisiez ouais. Ouais, à souvent le l'entraînement? soir, ou même avant d'aller prendre la douche, ouais, ça m'arrivait, ouais, je faisais des Moi, pompes. c'était Ouais, tous les soirs, je faisais des... c'était le jour d'après ou 2 jours après que je recommençais un peu et puis bah après je prenais l'entraînement mais je faisais pas dans la même journée. Et vous pensez ou pas que vous allez reprendre Oui. dans ce sport? Oui. Et toi, Antonio? Non, moi, je sais pas. Bah, pour l'instant, je finis mon année et après, on verra. Mais sinon, t'aimerais bien? Ouais, j'aimerais Si bien, tu oui. pouvais, ouais, Ah t'aimerais oui, bien, oui. ouais. Et donc, en fait, t'as commencé, Antonio, je parle pour toi, t'as commencé la boxe parce que, bah, ouais, la boxe thaï parce que tu faisais de la capoeira, il me semble. Et pourquoi t'as arrêté la capoeira?
Bah, j'ai arrêté la capoeira parce qu'en fait, déjà, c'était à l'église Sainte-Thérèse, bah, c'est à Nantes, quoi. Donc, en fait, c'est une église rouge, pour se situer. Et du coup, bah, les trajets, ils étaient longs. Donc, une question de temps encore. J'en avais pour 1h, ouais, 1h10, 1h20, trajet tous les jours. Donc, si tu fais ça par deux, ça fait 2h40 à peu près, un truc comme ça. Donc, c'était long, quoi. Donc, Ah j'ai ouais. arrêté. Ok, et est-ce que entre les sports que vous faites, est-ce qu'il y a un sport où il faut être plus agile ou les deux c'est exactement pareil? Je pense que c'est les deux pareils. Non, je pense que Non. c'est la boxe thaï qui est un peu plus rapide parce que la kickboxing c'est plus Technique. Ouais, c'est plus technique. La boxe thaï aussi, mais sauf que c'est un peu plus rapide. Ouais. Normalement, la boxe thaï, tu dois tout le temps avoir une jambe levée. Mais on le fait pas, mais normalement tu devrais tout le temps avoir une jambe levée. Mon père a voulu me faire faire de la boxe féminine. C'est du full fighting ou un truc comme ça. Mais j'ai pas voulu. J'ai essayé un entraînement et non, ça m'a pas plu. Je suis partie au bout d'une demi-heure alors que c'était un cours de 2 heures. Donc voilà. Ou soit l'UFC. Ouais, si ça je connais, mais. Ça c'est bien. Mais genre en fait pour vous c'est ce qu'il vous faut c'est que du combat, genre c'est pas de l'assaut. Non, non, c'est que du combat. Non, Voilà, ok, genre retenir vos coups, ça vous aimez pas. Non, non. Non. Bah du coup je vous remercie pour. Bah, de rien, merci à vous. C'est ma 66e année de déballage sur les marchés. Voilà, voilà. Et ça fait, vous aimez bien ça, vendre Ah bah sinon je serais pas là. C'est ma vie, mon garçon, moi. Je suis heureux de travailler, heureux de déballer, de remballer, puis de raconter des conneries aux gens. Je raconte des conneries. Sur les marchés, vous avez alimentaire, comme le marchand de fromage. Tout ce qui se mange, c'est alimentaire. Tout ce qui est autre, là, les sacs, tout ce que vous voyez, ça s'appelle des produits manufacturés. Bon, le hasard a voulu que je fasse la guerre d'Algérie et j'allais dans les fins fonds du bled là-bas. Qu'est-ce qu'il y avait? Où ils se retrouvaient les gens avec leurs petits moutons, leurs chameaux, sur un marché. Ça existe depuis la nuit des temps, les marchés. Pourquoi les grandes surfaces nous ont volé notre nom, supermarché? Mais oui, oui, oui. C'est nous qui avons été les grandes surfaces, les vrais supermarchés, c'était nous. Bon, on s'est fait griller par les trusts capitalistes, voilà. La confection moderne, c'est Paris. Il n'y a plus rien en province ou que des vieux trucs de Mathusalem, il n'y a plus d'usine en province. Presque rien. Le quartier du Sentier. Oh non, 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 c'est une erreur. Oh là là, là, il n'y a pas que le Sentier. Non, le Sentier est trop cher et non, non, je n'achète pas au Sentier. Et vous vous déplacez vous-même à Paris? Ah, heureusement, oui. Je me lève à 2h du matin, je pars à 3h moins le quart. 7h moins le quart, je suis à Paris chez mon premier fabricant. Et je me tape l'autoroute de nuit. Pour rentrer et sur le Ah, je fais l'aller-retour, j'ai 20 fabricants à faire. Il faut qu'à midi, là, plus tard, la voiture soit chargée, je vais en voiture. Et on a 4 heures de route. Et on arrive, on contrôle tout, on charge tout pour le lendemain. On fait 15 heures de travail de rang. Voyez les gars. Voilà. Eh oui, les petits gars. SARL Lardeux. SARL, pépiniériste. Pépiniériste, paysagiste, lardeux et horticulteur. Ah. On fait tout ce qui va dehors. D'accord. Voilà. Alors, pépiniériste, c'est quoi plutôt Pépiniériste, c'est la culture des arbres. D'accord. Ouais. Paysagiste, c'est l'aménagement chez les clients. D'accord. Pelouse, voilà, tout ce qui est de plantation, de création. La taille, l'entretien, on fait ça aussi. Et l'horticole, c'est tout ce qui touche le maraîchage, plus les fleurs. Non, puis les MFR, je connais, parce qu'on a souvent des stagiaires qui viennent chez nous de MFR, un peu de partout. Et j'ai même eu des apprentis de MFR aussi. Ouais. Alors, on y va. C'est parti. Bonjour. 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 Quel est votre métier? Alors mon métier c'est de vendre des chichis, de les fabriquer, de les vendre. Voilà. D'accord. Et pourquoi avez-vous voulu faire ça? J'ai pas voulu. C'est que j'avais pas le choix.
J'étais chômeur en fin de droit. J'avais un collègue qui faisait les chichis, qui m'a appris à les faire. Et je me suis lancé sur les marchés à cause du chômage. Et ça fait 30 ans que ça dure. 30 ans. 30 ans qu'ils baignent dans l'huile. D'accord. Pas un métier facile. Et vous aimez ça vendre Bah maintenant, oui, je crois que je serais pas capable de faire autre chose. J'aime tellement ça. Si j'arrêtais, ça me manquerait. C'est ça le problème. Une autre question. Alors pourquoi vous avez choisi le marché? Bah, parce que ça me paraissait évident quoi, d'aller vendre, d'aller chercher la clientèle où il y en a déjà. Puis comme j'avais pas les moyens d'ouvrir un magasin, c'était le plus facile de faire les marchés parce que l'investissement était minimum. Donc voilà quoi. Alors on voit aussi souvent des chichis. Où est-ce qu'on trouve des chichis autrement les gars? Dans les marchés, dans les fêtes foraines? Dans les fêtes foraines. Plutôt dans les fêtes foraines. Non, je faisais au début. Et puis parce qu'au début, il y a 30 ans, j'étais le seul à faire ça. Ouais. Donc on m'acceptait, mais maintenant qu'ils font tous des chichis, ils ne m'acceptent plus. C'est ça. Alors, vous voulez un petit chichi gratuit? On va vous offrir un petit chichi. Allez. C'est gentil. C'est gentil. Allez. Alors pour la petite histoire, moi j'ai habité longtemps en face. Ouais. Et quand j'oubliais que c'était le mercredi matin, j'ouvrais ma fenêtre et je dis ah, Ça y est. mercredi. La Le sale bête chichi est là. arrivé. Voilà. Merci. Voilà, bonjour. Bonjour. Alors, première question. Est-ce que vous aimez bien vendre comme ça des CD de jeux? Ah oui, j'en vends pas mal même. CD puis DVD. CD, DVD. CD et DVD. Et depuis quand faites-vous ça? Ça va faire 28 ans à peu près. Ouais, 28 ans à peu près. 28 ans de marché. Marché, dans la musique. Dans la musique. Dans la musique. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi le marché plus que votre propre magasin? Ah bah c'est pas pareil, non. J'aime bien travailler le matin, pas l'après-midi, et puis non. Contact avec les clients, il y a différents- Oui, oh, c'est pas pareil, c'est pas la même clientèle. Hein. Ah. Magasin ou marché, c'est pas pareil. Hein. Mais non, c'est comme ça. J'ai choisi le marché, c'est tout. Vous voyez, c'est très drôle. Oui. Ouais, ça peut se faire voir auprès aux élèves après. Ouais, quel genre de métier exactement? Oui, d'accord, sur le marché. C'est vrai que sur le marché, de château sans cette musique-là. Ah bah c'est triste. C'est triste. Bonne journée. Alors bonjour. Bonjour. Alors depuis quand faites-vous ça de vendre des fromages? Depuis 5 ans. Je suis installée sur une ferme. J'achète le lait à des producteurs de lait bio. Et je transforme le lait 4 jours par semaine. Je fabrique du fromage, des fromages frais, des yaourts. Et je vends aussi du lait. Et autrement, je fais le marché le mercredi et le samedi matin sur Châteaubriand. Et un marché à la ferme le jeudi soir. Et je fais des livraisons autrement sur Nantes. Et pourquoi vous avez choisi le fromage? Alors parce que à la base j'ai une formation dans le domaine alimentaire et un peu intuitivement je m'orientais vers le yaourt, vers le fromage, vers tout ce qui transformation du lait. Et ça me plaisait de travailler la matière et en l'occurrence le lait, ça permet de faire plein de choses différentes, donc le fromage en fait partie. Et pourquoi le marché? Parce que c'est ce qu'on appelle la vente directe, c'est-à-dire qu'en fait en commercialisation il y a le choix où vous vendez les produits à des magasins et donc qui revendent vos produits, ou bien alors vous n'avez pas de contact direct avec le client, ou bien alors vous êtes en contact direct avec le client sur le marché. Et j'aime bien avoir les retours, les échanges avec les personnes et leur raconter un peu l'histoire des fromages, de la production laitière, voilà. Si jamais on vous aurait proposé ouvrir un magasin comme ça, vous aurez dit oui ou non? Un magasin fixe? Ouais. J'ai la vente le vendredi soir chez moi en fait, à la fromagerie. Mais non, j'aime bien le marché parce que j'ai des contacts avec les autres collègues, c'est intéressant. On peut faire le marché avec marché fruits et légumes, fromage, poisson, des œufs, de la volaille, de tout.
Et vous donc Pardon? Vous c'est Moi, c'est les fruits et légumes. Moi, je vends du raisin, un peu ce que je trouve, hein, ce que j'ai, hein, ce qui marche. Ce qui marche, d'accord. Ce qui marche, voilà. Mais en alimentaire, ça marche toujours. Hein. Les gens toujours mangent. Vous savez, vous mangez, voilà, vous faites. Il ne faut pas avoir peur de se lancer là-dedans, hein. La bouffe, hein, parce que le reste, je crois pas, non. Et depuis quand faites-vous ça, le métier de vendre sur le marché? J'ai commencé en 72, moi. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Alors, je peux dire exactement, ça fait 43 ans exactement, oui, ouais. 43 ans que je fais le métier, ça, ce métier-là, tu vois. Est-ce que vous aimez ça, vendre comme ça? Ah oui, oui, oui. Ah, j'adore ça, moi. Rien que dehors, d'être dehors, le contact aux gens, ça fait du bien. Moi, mon métier, mon vrai métier, je suis pâtissier, moi. Pâtissier boulanger, je suis. Mais j'ai abandonné rien que pour ça, d'avoir l'air, être dehors. D'être enfermé, j'ai pas pu supporter ça. Toujours enfermé en bas, hein, dans la laboratoire enfermé, non. Alors, j'ai choisi ce métier-là parce que je suis toujours au contact des gens. Et bon courage, la jeunesse, voilà. Merci. C'est ta part. Ouais, bah ouais, non mais c'est vrai que j'ai un stand qui est assez C'est conséquent. Donc, vous volumineux. vendez des habits là Et des vêtements, voilà. Et Ouais, vous êtes ouais. monsieur Monsieur Sauvé, Dominique. Dominique Sauvé, Voilà. Vous étiez passé à la J'étais MFR de passé, Châteaubriand, voilà, c'est ça voilà. À la limite, on veut bien vous suivre. Voilà, pas de souci, y a pas de souci. Donc là, vas-y, tu décris ce qu'on fait. Alors, on est venu voir une personne qui était déjà venue à la MFR comme ça, en intervention. Et on a décidé de venir le revoir pour une nouvelle interview aussi. Alors, et comme il n'a pas trop de temps, on va juste. On va le suivre. Comme ça. On va juste le suivre. Moi j'ai choisi ce métier, c'est parce que j'ai commencé, j'avais 14 ans. J'avais 14 ans, j'ai fait 14-15 ans on va dire. Et ça fait un certain temps. Ouais, c'est gentil. Bonjour madame, vous allez bien? Ouais. Oh, il fait pas trop mauvais encore, ça va là. Ça va. Regardez, il y a des jolies nouveautés. Prenez votre temps. Je vous laisse jeter un œil. Je vais voir ma cliente à l'intérieur. Allez. On va vous laisser. C'est gentil. Au revoir. Bonjour Anne. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tout ce que tu fais ici? Alors, tout d'abord, ce n'est pas moi qui ai cuisiné, ce sont les jeunes. Hein. On est parti de recettes, des recettes qu'ils ont choisies au préalable, en cours avec Julie. Et donc on a réalisé, enfin ils ont réalisé plus exactement, des recettes vraiment de différents continents, puisqu'il y a des sushis en entrée. Après il y a donc un tagine marocain. Et ensuite il y a un phare breton et des gâteaux au chocolat. Donc c'est absolument très varié. D'accord, donc toi tu es formatrice. Moi je suis animatrice formatrice en cuisine diététique et familiale. Donc on réalise vraiment des recettes très simples qu'on peut réaliser chez soi. Voilà. C'est quoi ton intérêt pour des interventions comme ça dans le cadre de la MFR ou dans d'autres endroits? Alors moi j'aime bien transmettre des notions de diététique, mais j'aime bien animer un groupe, des rencontres nouvelles à chaque fois, et puis faire que chacun puisse réaliser une recette, un petit peu se l'approprier et leur permettre en fait d'accéder à ça. Ça se passe bien là? Ça se passe très très bien. C'est vrai? On est tout à fait dans le timing et là c'est super. J'ai faim. C'est pas compliqué, alors on prend une feuille de nori et on va prendre du riz qu'on a mélangé avec de la moutarde à l'ancienne. Et comment ça s'appelait tout à l'heure le truc là? Du vinaigre de riz, non? Du vinaigre de riz. Oui, du vinaigre de riz. Et ça va faire le riz comme pour les sushis, quoi. Et après on va étaler la feuille de nourri, la feuille c'est une algue qui est assez plate et qui est aussi fine.
Et on va mettre la moitié de riz. On va aussi mettre une ligne de carottes et une ligne de concombre. Et ce qui est bien, c'est que pour ceux qui n'aiment pas le poisson cru, et ça c'est pour C'est des eux. sushis sans poisson cru, quoi. Voilà. Très bien. Alors, Lorinda, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait dans cette tout démaquillé. Bah si, moi j'ai fait un gâteau au chocolat, mais bon, j'ai pas suivi la recette en fait. Du coup, j'ai fait un petit peu n'importe quoi, mais apparemment ils sont bons. C'est-à-dire, vas-y, explique-nous, donc tu as fait de la création culinaire. en Non, mais en fait j'ai suivi comment ils étaient dans l'ordre les ingrédients. Ah, t'as mélangé? Ouais. Non, non, t'as pas suivi les... Non. Eh bien, écoute, on va voir ce que ça donne. Non, mais il sera bon. Hein. Oh oui, je pense que tu t'es bien rattrapé. Ouais. C'est normal, il sera bon. Un sondage d'équipe. Je sais pas, viens, on va parler aux fleurs, viens, on va voir si... Bonjour. Je fais un sondage. Mais il y a personne. Vas-y, là, on va te résumer vers la tête. Ah, viens, on s'accrise. Avec le micro. On est en train de parler. On enregistre. Vas-y, vas-y. Mais on enregistre. Mais il n'y a pas de problème, je sais. Ah, vas-y, viens. S'assois. Attends, On est en train de parler de nous. Ah ouais, c'est bien comme ça, on va savoir. Ce que je disais, c'est qu'on sent qu'ils ne sont pas en confiance au niveau de l'écrit. C'est-à-dire que quand on leur demande quelque chose à faire qui nécessite de se poser, de réfléchir, d'écrire, on sent qu'ils font la grimace. Mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas les capacités, c'est parce qu'ils ne sont pas en confiance. Je pense que clairement, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez eu une mauvaise expérience au collège, on vous a rabâché des trucs comme quoi les études c'était pas fait pour vous, je sais pas ce qui s'est passé. Et ce qui fait que vous vous êtes mis ça dans la tête, alors que vous êtes aussi intelligent que nous tous ici, vous avez tous des capacités. Mais quand on vous demande à vous poser à la table pour écrire, ça va pas, ça va plus. Donc on arrive quand même à faire quelque chose. Mais ça c'est tout simplement parce que vous avez un manque de confiance en vous. C'est ça. Bah, je pense que Madame Adam, elle l'a vu que l'écrit, c'était pas trop le truc. Hein. Voilà. Parce qu'une fois qu'on est en plateau, qu'on est en studio, c'est super. Ils sont bien. Je pourrais aller en radio avec ces filles-là. Je pourrais aller en radio avec Ryan, avec Hugo, avec Manu, avec... Il y en a qui sont moins... C'est Randy. Randy. Ce matin, par exemple, on s'aperçoit en plein enregistrement qu'on a oublié de caler les remerciements à la fin. Donc je dis comme ça, je demande à Bastien, mais à Manu qui est avec moi à la réalisation, j'y coupe le micro de Bastien, j'ai un truc à lui dire. Puis je dis à Bastien dans l'oreille, je lui dis, on a oublié de caler les remerciements. Direct, il a le réflexe, il écrit, ok, nous remercions, alors l'invité c'est Alberto, et il le fait. Mais ça c'est un réflexe d'une personne qui a déjà fait de la radio, Bastien il n'a jamais fait de radio. J'essaye d'entendre en fait. Non mais t'as pas le micro du petit journal, c'est pour ça. Avec le micro du petit journal, tu pourrais... Mais on entend tout, hein. Tout à l'heure, il chuchotait, on entendait. Bon, viens, on va voir Benjamin. On va lui dire... on lui dit quoi? Je sais pas, moi. Attends. Alors, Benjamin... Aïe. Mais c'est pas aïe. Je sais pas, on parle, mais en même temps on enregistre. En fait, pourquoi t'es venue à l'AMFR? Hein? T'as dit quoi? Non, et pourquoi t'es venue à l'AMFR? Ouais, pourquoi t'es venue à l'AMFR? Benjamin, tu veux pas jouer en fait? Il joue à ta place. Parce que c'était sur Pôle emploi. Oui, on a enregistré, Antonio. Tu cherchais un boulot et puis t'es tombé sur ça? Être en contact avec les jeunes. Participer aussi Regarde le mec, regarde jeunes dans leurs projets. Aussi programme d'alternance qui m'intéressait. Ouais, d'accord.